Frédéric Joseph Bianchi, bonsoir et merci à vous. Vous êtes président de l'association Terra Eretz Corsica Israël. Précision importante, cette assemblée de Corse, elle est à majorité autonomiste, donc il y a quelque part cet ADN indépendantiste. Est-ce que cela explique pour vous ce vote? Oui, en partie. Ça explique ce vote en partie seulement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable décalage entre ce vote et le sentiment profond des Corses en général, qui sont tout à fait sidérés par cette motion qui a été votée par l'Assemblée de Corse, dans des conditions d'ailleurs très particulières, vu qu'ils ont attendu la fin de la commotion pour attendre que plus personne ne soit là, et ce qui leur a permis de dire que ça avait été voté à l'unanimité, vu qu'il n'y avait plus personne de l'opposition au sein de l'hémicycle. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce texte est plein de vanité. Quand vous vous rendez compte qu'il donne des injonctions à l'État français, à l'État italien, qu'il se croit propriétaire d'installations militaires en Corse et en Sardaigne. En fait, bref, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Franchement, si la situation n'était pas si grave, on pourrait presque en rire. En tout cas, pas si évident pour vous cette identification entre les causes palestiniennes et corses. Pour certains, il y a méprise, vous diriez, il y a une confusion qui est commise par certains, en Corse et ailleurs d'ailleurs. Ah oui, alors ce texte, en fait, si vous voulez, c'est une trahison sur tous les plans. C'est une trahison d'abord par rapport aux institutions, car la collectivité de Corse n'a aucune compétence. Nous venons il faut le dire très fermement, et nous étudions d'ailleurs, je tiens à le dire ce soir, la possibilité de faire annuler cette motion par un recours devant le tribunal administratif. C'est une trahison par rapport à la Corse et par rapport à son histoire. C'est contraire aux valeurs de la Corse. Je rappellerai juste un point très simple, c'est que la Corse a eu des grands hommes politiques, comme Pascal Paoli et comme Napoléon. Ils ont tous été amis des Juifs. Et là, on a un retournement, un basculement qui fait que tout d'un coup, il y a une véritable trahison vis-à-vis de cette histoire de la Corse. Ensuite, c'est une trahison aussi par rapport aux Corses qui n'ont pas été consultés, qui n'avaient jamais donné mandat pour voter ce type de motion et qui aujourd'hui disent dans leur immense majorité, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe, ils disent tous non, pas en mon nom. Il ne veut pas être compromis avec ce texte. Et ensuite, c'est une trahison par rapport aux Juifs de France. Bon, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui à quel point la population, les Juifs de France sont traumatisés, sont bouleversés par cette situation. Ils sont très nombreux qui vouent toujours une passion pour la Corse, qui sont attachés aux liens qu'il y a entre le peuple corse et le peuple juif, et qui aujourd'hui s'interrogent, doit-il continuer à aller en Corse? Ce serait à la fois catastrophique. Donc vous voyez, si on met tout ça bout à bout, en fait, c'est un coup dur pour les Corses. C'est un coup dur pour la Corse et c'est un coup dur pour les Juifs. Alors c'est ça ce que vous dites, parce que vous dites trahison de l'histoire de la Corse. Certains font un parallèle entre la lutte palestinienne et la lutte des Corses. Vous, à l'inverse, vous voyez certains parallèles entre l'histoire d'Israël et celle de la Corse, l'identité forte, la culture, la langue, le combat aussi pour l'indépendance. C'est ça que vous voulez mettre en évidence? Oui, nous, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est qu'en fait, il y a une erreur historique qui est commise. C'est que si on veut comparer des histoires des peuples, il faut comparer l'histoire du peuple juif et du peuple corse. Ce sont des peuples. Historiquement, je ne prends pas parti ni pour l'un, pour l'autre, ni contre qui que ce soit, mais objectivement, on est obligé de constater que ce sont des peuples qui n'ont jamais eu la maîtrise de leur territoire, et comme on peut égrener toutes les invasions qui ont eu lieu en Israël, on peut faire exactement la même chose avec la Corse. Donc la vraie similitude, elle est entre l'histoire de la Corse et l'histoire d'Israël, entre l'histoire des Corses et entre l'histoire des Juifs. Voilà, c'est la vision qui est partagée, en tout cas par vous et par d'autres ici. Vous allez voir. Merci infiniment à vous, Frédéric Joseph Bianchi, d'avoir répondu en direct à nos questions. Alors justement, comme par hasard, on a la chance d'avoir également avec nous le président de l'association Corse-Israël, David Antonelli. Quand vous voyez ça, donnez-nous votre sentiment sur cette décision quand même de l'Assemblée de Corse. Elle est dictée par quoi d'ailleurs, d'après vous? Alors plusieurs choses. D'ailleurs, tout simplement, c'est honteux. Bien évidemment par rapport à l'histoire de la Corse et par rapport à votre question justement, David, si on peut comparer souvent, en réalité la lutte de libération nationale du peuple corse et de ceux qui pensent défendre justement un peuple palestinien opprimé, ça n'a absolument rien à voir. Sur ça surtout que je voulais développer aussi. La Corse, il faut savoir une chose. La Corse, c'est un pays qui a été indépendant. En 1755, la Corse a été la première constitution en Europe, la première démocratie. Avant la Révolution française. La France était sous monarchie. Les Corses, justement, ont inspiré même la constitution des États-Unis. Jefferson avait le buste de Pascal Paoli dans sa maison, avec le droit de vote pour les femmes, avec la séparation des pouvoirs.
entre un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. C'est ça la Corse. La Corse, c'était des personnes, des chefs de guerre, des personnes extrêmement intelligentes qui ont inspiré les Lumières. Il faut voir ce qu'a écrit Rousseau, Voltaire ou Robespierre sur Pascal Paul. Moi, quand je vois la Corse, d'où elle vient, son histoire, est-ce qu'elle a pu apporter au monde, de voir aujourd'hui de descendre à un tel niveau, de reconnaître finalement ce qui n'existe pas. Parce que malheureusement, les partis nationalistes en Corse traditionnels ont souvent dit on défend les peuples opprimés. Mais en réalité, ils sont là finalement à salir l'histoire de la Corse, la légitimité du peuple corse, avec finalement défendre quelque chose qui n'existe pas, défendre un peuple qui n'existe pas. Et ça justement, c'est trahir la Corse, c'est trahir l'histoire qu'on a eue justement avec le peuple juif, ce qu'a fait Pascal Paul avec les Juifs, qui leur donne une citoyenneté en exil qu'ils ont toujours défendu, ce qu'a fait Napoléon aussi en grande partie. Et maintenant, pour vous répondre, David, par rapport à pourquoi finalement ce vote a eu lieu, je voudrais donner la raison. Parce que justement, on a des partis politiques en Corse qui deviennent finalement un peu ce qu'on voit en France, comme la France Insoumise, qui sont restés sur un vieux logiciel périmé de tiers-mondisme, et en plus qui aujourd'hui, malheureusement, la Corse n'échappe pas à une vague migratoire très importante. Et comme la France Insoumise, il y a un enjeu électoraliste. Donc on veut séduire un certain électorat en Corse, c'est ça le problème. Mais en réalité, moi je suis très inquiet pour la Corse parce que le peuple corse devient de plus en plus minoritaire sur sa terre, et il a aujourd'hui encore plus gros, parce que c'est un petit territoire, il n'y avait pas beaucoup, c'est 300 000 habitants, c'est encore plus inquiétant que la France, parce que justement il subit cette vague migratoire où on importe justement des populations, comme je dis souvent, qui amènent un antisémitisme, et donc ces personnes qui sont responsabilités en Corse jouent avec cela. En tout cas, sur le fond, vous dites, voilà, identité corse, vous dites qu'il n'y a pas d'identité forte palestinienne, c'est pour faire encore une fois l'absence de parler entre les deux combats, c'est ce que vous dites. Marlise Smadja, on aurait pu croire, c'est vrai que le 7 octobre aurait pu faire réfléchir à deux fois ceux qui veulent, justement ceux qui prônent la reconnaissance maintenant dans l'État palestinien. Là, apparemment, c'est un petit peu l'inverse, ce serait comme une récompense au terrorisme, ce type de décision. Tout à fait, vous avez raison, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit, c'était très intéressant par rapport aux droits des femmes et la séparation. Il y a pas mal de choses qu'on apprend ce soir. Par rapport, non, mais bravo. Eh ben, le droit de la parole aussi des femmes sur les plateaux de télévision et tout, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment se battre là-dessus. Donc, ce que je voulais dire, c'est, pour en revenir à votre question importante, David, toute décision unilatérale n'est pas dans l'intérêt de la résolution du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. De toutes les manières, il va falloir trouver des solutions où les deux parties doivent discuter, même avec des médiateurs, même poussés par les États-Unis. Actuellement, justement, Trump a le vent en poupe de vouloir faire pas mal d'accords dans la région. Donc ce que je veux dire, c'est déjà, de manière générale, que ce soit la Corse ou n'importe quel autre pays qui décidera de manière unilatérale de reconnaître l'État palestinien sans qu'il y ait eu justement négociation et sans qu'ils reconnaissent de l'autre côté l'État d'Israël comme État juif, sans qu'il y ait démilitarisation, abandon total du terrorisme, ça ne pourra pas marcher. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, il faut quand même mettre les choses dans les proportions. C'est une décision qui est, comment dire, qui n'a pas de poids, qui n'a aucune valeur politique. On en parle maintenant. C'est important parce que ça peut en termes de signal. Un phénomène qu'il ne faut absolument pas suivre. C'est-à-dire, c'est des décisions unilatérales. On sait que tout est dans le signal. Aujourd'hui, la symbolique, justement, il y a un signal très fort qui est envoyé. Oui. Peut-être justement à la France aussi. Mais ce que je voulais dire par rapport au 7 octobre, c'est hors de question, après le 7 octobre, mais pas seulement, même avant le 7 octobre, mais encore plus après le 7 octobre, de récompenser le terrorisme. Ça, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut des accords, c'est des accords avec un abandon du terrorisme, avec vraiment, donc évidemment, ça doit être signé, ça doit être maintenu, et après, il y aura une éducation pour la paix, après, il y aura une éducation, le conflit s'enlèvera de notre ADN, ça prendra 2-3 générations, mais surtout, ne pas penser que nous allons vivre toute notre vie sur une épée de Damoclès. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on ne peut pas élever des enfants en leur disant il n'y a pas de solution à des conflits, il faut absolument trouver des solutions, c'est tout. Et Israël est capable, nous sommes une démocratie forte, nous avons compris qu'au niveau de la sécurité aussi, nous sommes capables de nous redresser, même du pire, de nous redresser du 7 octobre. Donc vraiment, sans fanfaronner, il faut comprendre que nous sommes
sommes quand même un État fort, et un État fort sur le plan aussi militaire. Et donc nous devons devenir maintenant forts sur le plan de la diplomatie et résoudre les conflits que nous avons. À l'appui de cette force, qu'est-ce que notre Premier ministre va faire à Washington samedi soir quand il va voyager? Oui, j'espère qu'il va nous amener des accords, y compris avec Gaza, y compris la libération des otages, y compris avec les Palestiniens. Pourquoi tout se recoupe? Allez, et tous les pays qui le voudront. Meir Habib à Paris, vous êtes d'accord avec l'idée que si on veut faire des parallèles de trajectoire, ben, ils existent davantage entre la Corse et Israël qu'entre la Corse et les Palestiniens, comme on vient de le dire? Je vais vous dire, je suis triste parce que j'aime la Corse et j'aime les Corses. Je parlais tout à l'heure avec François Pupponi, un grand Corse et un ami extrêmement proche à moi. Et je parle souvent avec beaucoup à l'Assemblée. Durant des années, j'ai beaucoup parlé avec les élus corses. Ils ont un discours privé qui n'est pas le même discours public. L'écrasante majorité des Corses soutiennent Israël. Et aujourd'hui, ils prennent... Et ça me fait de la peine, parce qu'aujourd'hui, cette Assemblée de Corse va à l'inverse du courant de l'histoire. Il y a les accords d'Abraham qui ont été signés, qui vont continuer. Les pays arabes sont en train de se rapprocher d'Israël. J'ai vu de mes propres yeux Benjamin Netanyahou dédicacer un livre au prince Salman, héritier d'Arabie Saoudite. Vous allez voir les lendemains heureux que nous allons avoir, mais avec un État d'Israël fort et sans aucune illusion. Et là, aujourd'hui, alors que la Corse est dans un état lamentable, au niveau économique, à tout niveau que ce soit, qu'il y a une vague d'immigration qui est invraisemblable, parce qu'il y a une sorte de sympathie indépendantiste à droite et à gauche, cette assemblée de Vorsk va à l'inverse, et ça a été parfaitement dit par votre premier invité tout à l'heure, va à l'inverse de la volonté de l'écrasante majorité du peuple corse. Voilà. Donc à titre personnel, je suis triste. C'est rien, c'est une virgule de l'histoire, mais je suis surtout triste pour les Corses que j'aime tellement, qui ont toujours été les grands soutiens en Israël. Je rappelle que pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, quasiment aucun Juif n'a été déporté de Corse. Le nombre de Juifs qui ont été se réfugiés en Corse, et ça, personne ne peut l'oublier. Donc une certaine tristesse aujourd'hui, après ce vote. Ouais, vous la partagez, Thomas Guénolé, cette tristesse de Meir Habib? Pour vous, c'est un bon ou mauvais exemple ce qui a été donné par l'Assemblée de Corse là? Or, je pense que la décision de l'Assemblée de Corse est exemplaire. Je ne suis pas surpris, je suis juste surpris que ça arrive si tard. C'est-à-dire que ils font comme l'Irlande, ils font comme l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ce sont des nations qui, ayant vécu la colonisation et la ségrégation, montrent une sympathie particulière envers des peuples qui subissent eux aussi, dans des contextes évidemment différents, la colonisation et la ségrégation. Donc vous êtes là pour l'indépendance de la Corse? Je suis au minimum pour l'autonomie de la Corse. Oui, la nation corse existe, j'ai pas aucun problème avec ça. Tout le monde est d'accord là? Non, mais voilà. Mais après, donc, vous êtes pour l'indépendance de la Corse par rapport à la France. Je pense que c'est à eux de le décider. C'est ce qu'on est. Mais je voudrais terminer là-dessus, mais je pense que c'est à eux de le décider. Par ailleurs, je voudrais juste souligner, parce que ça a été dit plusieurs fois, il y a les attentats du Hamas, donc il faut surtout pas reconnaître l'État de Palestine maintenant. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce qu'il y a des attentats que ça empêche de reconnaître l'indépendance d'un État, parce qu'on estime que c'est justifié. Je vous prends un exemple. Israël, il y a eu les attentats de la Haganah, ça n'a absolument pas empêché de reconnaître l'existence d'Israël, donc vous voyez bien que c'est pas bloquant. Et j'ajoute pour David, je vous rappelle quand même que le nationalisme juif et le nationalisme palestinien, ils sont apparus rigoureusement à la même époque au 19e siècle. Voilà, j'ai fini. Peut-être pas avec la même amplitude. Oui, la différence entre le nationalisme corse, comme je l'ai expliqué, non, mais la différence qu'il y a entre le nationalisme corse et le nationalisme que vous appelez palestinien, c'est qu'il y en a un qui est légitime, puisque la Corse a été indépendante dans son histoire avec un peuple, une langue et une constitution. Donc le peuple palestinien est une invention du monde arabe après la guerre israélo-arabe, afin de se faire justement plaindre dans le monde, d'inventer un peuple opprimé. Donc ça n'a rien à voir. Absolument. On a parlé les revendications palestiniennes sont arrivées en 1964. C'est faux. On parle d'un peuple qui existait et qui existe toujours, un peuple qui a été inventé. Il n'y avait pas de mouvement palestinien. Il y avait déjà une revendication. La Judée, la Samarie appartenait à la Jordanie. Regardez la déclaration Balfour. Il y avait une revendication des Arabes dans les années 20 à l'époque de la Palestine. Il faudrait beaucoup de temps. C'est très compliqué sur un plateau en peu de temps. En réponse au mouvement. Allez, en tout cas, il reste 2 minutes. Mesdames, messieurs, il reste 2 minutes. Marine Ismadia, un petit mot sur ça, parce qu'il y a quand même une dynamique, s'il vous plaît. Il y a une dynamique aussi, pour conclure. Il y a ce qui se passe en Corse, il y a aussi ce qui se passe à Bordeaux, notamment, entre autres, la ville
ville de Bordeaux qui suspend sa coopération avec la ville d'Ashdod. Est-ce que ça vous inquiète justement cette perception? Parce que tout ça, c'est le fruit de la perception du conflit ici. Par rapport à quoi? Par rapport à Ashdod? Donc les villes jumelées de... Voilà, Bordeaux suspend sa coopération avec la ville d'Ashdod. C'est pas la seule ville qui entreprend ce type de démarche. Est-ce que ça, c'est la résultante de la perception du conflit Encore une fois, je veux dire, et même maintenant, je trouve que la perception du conflit a été erronée. Parce que par exemple, quand on parle d'attentat du Hamas, c'est le mot qui a été employé, et attentat de la Haganah à l'époque où on a fait l'État d'Israël, c'est-à-dire c'est comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et moi, c'est très grave. J'ai l'impression qu'il y a une inversion totale de l'histoire, et je trouve ça très grave. C'est-à-dire qu'en fait, et aussi d'ailleurs, M. Habib aussi a dit des choses qui étaient d'aller trop dans la radicalisation, par exemple de dire les hordes on aurait dit 2 millions de Gazaouis qui sont sortis le 7 octobre et qui ont envahi Israël, ont tué. Donc tout ça, tout ce qui est trop radicalisation ne nous sert pas, ça ne nous sert pas. Il faut que vous compreniez qu'il faut faut donner des faits, M. Habib. Mais vous avez raison, il faut les câliner, les gens du Hamas, non, je ne justifie jamais. Au contraire, j'ai perdu mes amis le 7 octobre. Il faut les embrasser. Écoutez un peu. Écoutez, j'ai aucune naïveté. J'ai perdu mes amis le 7 octobre. J'ai juste à vous dire, quand vous radicalisez trop les discours, vous n'êtes plus crédible, ni d'un côté ni de l'autre, ni dans l'extrême droite, ni dans l'extrême gauche. Vous avez réussi d'exploiter les cadres, d'être d'accord avec personne. Allez, personne n'est d'accord avec personne ce soir, c'est assez exceptionnel. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à tous les quatre.